Et on va direction Moscou. Vladimir Poutine est en train de s'exprimer suite à un conseil de défense qu'il a tenu. À mener des organisations, des opérations punitives militaires sur ces territoires. Et il semblerait que nous soyons témoins aujourd'hui d'une troisième hausse de tension militaire dans cette région. Et je voudrais souligner que toutes ces années, les habitants de ces régions ont fait l'objet de brimades, si vous voulez, un blocage, des tirs d'artillerie réguliers. Et comme vous le savez, les personnes qui vivent sur les territoires proches de la ligne de contact ont été forcées d'habiter dans leurs caves, d'y habiter avec leurs enfants, à force de toutes ces brimades. Depuis ce moment-là, il y a eu des négociations, des pourparlers, et il s'est formé, il s'est créé ce que nous appelons les déclarations de Minsk, qui était une tentative de parvenir à la paix. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui nous démontre que le pouvoir de Kiev n'a pas l'intention de mettre en œuvre les accords de Minsk. Il a annoncé de manière répétée, à plusieurs reprises, à très haut niveau, au plus haut niveau de l'État, au niveau du ministre des Affaires étrangères, au niveau du Conseil de sécurité. Donc, il est clair pour chacun qu'il n'y a aucune intention de la part de l'Ukraine de mettre en œuvre concrètement les accords de Minsk. Néanmoins, la Russie a mis en œuvre un certain nombre d'efforts et continue à en mettre en œuvre un certain nombre afin de résoudre toutes ces questions complexes et tous ces aspects tragiques de manière pacifique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons ce que nous pouvons constater, ce que nous avons. Et l'objectif de notre réunion d'aujourd'hui est d'entendre nos collègues et de décider des mesures que nous allons entreprendre sur ce front. Je parle de plusieurs aspects. De demandes qu'adressent à la Russie les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, demande de reconnaître leur souveraineté, mais également la décision de la Douma sur ce même sujet. Et l'appel adressé au président, au chef de l'État, de reconnaître la souveraineté et l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. En même temps, je voudrais noter que ces questions sont bien sûr intrinsèquement liées. Bien sûr, ce sont des questions différentes, mais elles sont intrinsèquement liées aux problèmes globaux de sécurité, à la fois dans le monde, mais en particulier sur le continent européen. Parce que l'Ukraine est utilisée en tant qu'instrument de contradiction à la Russie. Et ça, c'est une question que nous voyons comme une menace sérieuse, une menace très importante pour la Russie. Et c'est pour cela que, depuis un certain nombre de mois, nous avons intensifié notre dialogue avec nos partenaires outre-Atlantique, au niveau de l'OTAN, pour parvenir à la sécurité, pour parvenir à un développement pacifique, tranquille et dans un contexte de sérénité du pays. Il nous faut la sécurité, il nous faut créer des conditions pour le développement. Mais malheureusement, il faut que nous comprenions la réalité du contexte dans lequel nous vivons. Et comme je l'ai déjà dit, si nous sommes confrontés à la menace de l'accession de l'Ukraine à l'OTAN, l'admission de l'Ukraine à l'OTAN, eh bien, nous considérons que la menace pour notre pays sera beaucoup plus importante, parce que l'article 5 de la charte de l'OTAN indique que tous les membres de l'Alliance doivent faire la guerre du côté d'un de leurs membres. Et puisque personne ne considère que les demandes des habitants de la Crimée sont légitimes, eh bien, il existe toujours un risque que l'Ukraine tente de récupérer la Crimée par les moyens
militaire. D'ailleurs, cette possibilité est indiquée dans les documents ukrainiens. Et donc, à ce moment-là, tout le temps sera obligé de se joindre à cette opération, à ces opérations militaires. L'on nous dit que certains membres de l'OTAN sont contre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Mais néanmoins, en 2008, à Bucarest, un mémorandum a été signé. Et ce mémorandum ouvre les portes de l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie. Et lorsque je pose la question « Pourquoi avez-vous fait cela ?», je ne reçois aucune réponse. Et ce manque de réponse a lieu sous la pression des États-Unis. Alors, si les membres de l'OTAN ont fait quelque chose une fois sous la pression de l'États-Unis, où est la garantie pour nous que cela ne se reproduira pas? Il n'y a aucune garantie d'ailleurs, de rien, puisque les États-Unis refusent allègrement beaucoup de documents qu'ils signent, beaucoup d'obligations qu'ils prennent. Mais il nous faut certains éléments qui soient formalisés sur le papier, sous forme de droit international, d'un document qui serait valable en termes de droit international. Et pour le moment, nous n'arrivons pas à obtenir cela. Alors, voilà comment nous allons travailler aujourd'hui. Je vais d'abord passer la parole à Sergueï Lavrov, parce que c'est celui qui tente aujourd'hui de trouver des accords sur les garanties de sécurité avec Washington et avec Bruxelles. Ensuite, je passerai la parole à Dimitri Kozak pour qu'il nous informe de son évaluation de ce qui se passe en termes de pourparlers et de mise en œuvre des accords de Minsk. Chacun aura ensuite l'occasion de s'expliquer, mais ce qui nous appartient de faire aujourd'hui, c'est de décider quelle est la marche à suivre pour nous, compte tenu du contexte, compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons et comment nous évaluons le développement de cette situation. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, comme je l'ai dit au Président il y a une semaine, nous avons préparé l'évaluation des propositions des garanties de sécurité que nous avons reçues suite aux initiatives de la Russie datant de la fin de l'année dernière. La réaction de nos collègues occidentaux démontre qu'ils ne sont pas prêts à accepter les propositions qui sont cruciales pour nous, telles que le non-élargissement de l'OTAN vers l'Est. Alors, cette demande est réfutée compte tenu de la politique des portes ouvertes de l'OTAN et il n'y a aucune alternative dans les réponses, que ce soit des États-Unis, que ce soit de l'OTAN, pour résoudre cette question. Le principe de la sécurité indivisible pour tous, qui est crucial pour nous, les États-Unis essaient de le contourner, ce principe. Ils ignorent complètement la condition clé qui dit que personne, au moment du choix des alliances ou à d'autres moments, n'a le droit de renforcer sa propre sécurité aux dépens de la sécurité d'un autre. Et c'est pour cela qu'à la fin du mois de janvier, nous avons adressé à tous nos collègues de l'Europe occidentale, à la Suisse, à nos collègues américains, à l'Union européenne, nous avons envoyé une réponse avec notre analyse des documents, des instruments juridiques qui avaient été pris au niveau de l'OSCE et notre analyse des relations avec l'OTAN basée sur la déclaration Russie-OTAN de 1997 et l'initiative de Rome qui avait été validée par le Conseil OTAN-Russie. Alors, un autre aspect, ça concerne les relations avec l'OTAN et les documents de 1997 qui déclaraient que la Russie et l'OTAN n'étaient plus des adversaires, il s'agissait de construire un partenariat, y compris un partenariat stratégique. Et compte tenu de cela, nous avons proposé de revenir à la configuration des forces de l'Alliance qui
avait lieu, qui existait en 1997. Cet argument a été réfuté, à même titre que le premier, et dans leur réponse, l'OTAN et les États-Unis nous ont appelés à arrêter l'occupation de la Crimée, à retirer nos troupes de la Géorgie, de l'Ukraine et de la Moldavie, du territoire de ces trois États. En ce qui concerne l'Ukraine, les accords de Minsk sont encore une fois soulignés dans ces réponses, mais d'une manière tout à fait rhétorique, sans aucune intention d'obliger Kiev à respecter les dispositions de ce document qui est extrêmement important, bien évidemment. Alors, les réponses n'excluent pas la possibilité de déployer des armements aux frontières de la Russie, mais cela dit, les Américains ont proposé de réouvrir des négociations sur les missiles de longue et moyenne portée mais basés sur le sol. Ce problème, d'ailleurs, s'est posé au moment où les Américains ont quitté le traité Idoine et n'ont pas accepté la proposition que vous avez faite, Monsieur le Président, à l'époque, d'un moratoire réciproque avec des moyens de vérification adéquats. Alors, les États-Unis nous ont fait d'autres propositions sur le travail en commun, sur la réduction des risques militaires, sur la transparence, la prédictabilité. Et ces propositions, ces suggestions des États-Unis sont très proches des suggestions que nous avons avancées vis-à-vis de nos partenaires américains et de nos partenaires de l'OTAN. Mais tout cela, dans leur réponse, est extrait du paquet que nous proposions. Et il y a d'autres aspects qui sont abordés, tels que les questions de sécurité dans le ciel et sur la mer, de contact entre les militaires, des lignes rouges téléphoniques civiles, de mécanismes de prévention d'incidents militaires dangereux. Donc, notre impression générale est que les collègues essaient de prendre le paquet de propositions que la Russie leur a avancé et d'en extraire certaines choses qui nous semblent secondaires, qui bien sûr permettraient de réduire les risques d'une certaine manière, mais qui ne limiterait en rien la liberté des États-Unis et de l'OTAN sur la répartition des forces sur l'espace de l'OTAN et de l'espace, si vous voulez, avoisinant l'OTAN. Et donc, en plus, nos partenaires nous posent la condition qui serait la désescalade autour de l'Ukraine. Donc, il faudrait que la Russie agisse la première. Et donc, nous pouvons constater qu'il y a des petites avancées dans les réponses de nos partenaires occidentaux, mais nos initiatives du décembre et le fait que nous avons persévéré dans ces initiatives ont permis aux États-Unis et à nos partenaires de l'OTAN de tenir compte de certaines de nos propositions en termes de contrôle des armements et de baisse, si vous voulez dire, ou de contrôle des tensions qu'il peut y avoir. Et ce travail, ce dialogue doit continuer. Nous avons réagi de manière détaillée, mais nous n'avons adressé pour le moment notre réponse qu'aux États-Unis à cette deuxième proposition. Pourquoi les États-Unis d'abord? Parce que la dimension de l'OTAN nous paraît, si vous voulez, secondaire, puisque l'OTAN ne déterminera son action finalement que par rapport à la position de Washington. Et d'ailleurs, la conférence de Munich sur la sécurité qui vient de s'achever a vu encore une fois tous les Occidentaux s'exprimer pour soutenir la position conjointe qui est donc basée sur la position américaine. Et donc c'est pour cela que nous avons tout d'abord adressé la réponse que vous avez validée, Monsieur le Président, à nos partenaires américains. Et dans cette réponse, nous avons souligné la chose principale. Notre proposition n'est pas une carte
où l'on peut choisir que ce qui nous intéresse. Ça n'est pas non plus un ultimatum. Elle s'appuie sur quelque chose de tout à fait évident. La situation dans le monde ne peut se résoudre que de manière holistique, si vous voulez, que tenant compte de tous les aspects interdépendants. La situation en Ukraine dépend, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, des relations entre la Russie et l'Occident, avec en tête les États-Unis. Donc, nous avons souligné encore une fois que l'initiative de la Russie, celle de décembre, est un paquet et quelque chose qui représente un complexe de mesures. Et ce que nous cherchons dans le dialogue, que nous allons bien sûr poursuivre, c'est les réponses aux questions qui sont cruciales pour nous, c'est-à-dire que l'OTAN arrête son extension vers l'Est, qu'il limite sa présence sur le continent européen, surtout en Europe centrale et orientale, compte tenu des engagements pris au moment de premiers accords et premières déclarations entre la Russie et l'OTAN. Et notre premier appel, ou plutôt notre première exigence, c'est d'expliquer pourquoi ce document qui avait été signé et qui disait que personne n'allait renforcer sa sécurité aux dépens de la sécurité des autres, aujourd'hui, ce document signé au plus haut niveau est ignoré, tout simplement. Et nos collègues occidentaux refusent même d'expliquer ce qu'ils entendaient à l'époque lorsqu'ils signaient ce document et pourquoi aujourd'hui ils n'ont aucune intention de mettre en œuvre ces engagements qu'ils ont eux-mêmes pris. Sur votre demande, nous avons envoyé ces documents à Washington. Anthony Blinken m'a passé un coup de fil pour me signaler qu'ils ont pris connaissance de notre réponse et qu'il était prêt à une rencontre pour en discuter, pour exprimer la position des États-Unis et pour peut-être échanger et poser quelques questions. Vous avez donné un accord pour cette réunion qui se tiendra cette semaine, le 24 février, à Genève, et nous allons nous fonder sur les positions que vous défendez dans vos contacts avec vos collègues et que le ministère des Affaires étrangères va continuer de faire avancer. Alors, une seconde. Justement, j'en parle avec mes collègues et mon collègue américain, le président des États-Unis, m'a assuré que l'Ukraine n'allait pas faire partie de l'OTAN dès demain et que d'ailleurs il y avait une possibilité, une éventualité d'un moratoire, mais c'est parce que peut-être ils considèrent que l'Ukraine n'est pas prête aujourd'hui. Et ma réponse était la suivante, ça n'est pas quelque chose que vous cédez à la Russie, c'est votre liberté d'action puisque vous attendez que l'Ukraine soit prête pour finalement l'admettre à l'OTAN. Alors, je ne vois pas où est le rapprochement avec la position russe, puisque lorsque vous considérez qu'elle est prête, vous allez l'admettre. Finalement, ce moratoire, il est dans votre intérêt et pas dans le nôtre. Alors, j'ai également discuté avec le président français. Nous avons parlé jusqu'à 2 heures du matin, d'ailleurs, et il m'a dit que la position des Américains avait bougé. Et quand je lui ai demandé en quoi avait-elle bougé, il n'a pas pu me donner des réponses. Donc, je pense qu'il faudrait d'abord qu'on comprenne quel est ce frémissement, ce changement de la position des États-Unis, puisque votre collègue, hier, au contraire, a dit publiquement qu'il n'y avait aucun changement sur les positions de principe concernant l'élargissement de l'OTAN et l'ouverture à d'autres pays, y compris l'Ukraine. Est-ce que je comprends ça bien? Monsieur le Président, malgré les documents secrets qui sont de plus en plus publiés dans les médias, y compris les médias occidentaux, les documents d'accord avec la Russie, d'accord entre les différents pays occidentaux, à l'époque, on le voit dans ce document, il n'y avait même pas l'intention des pays occidentaux de d'étendre le temps vers l'Est. Et pourtant, Monsieur
Stoltenberg, aujourd'hui, réfute cela, réfute l'évidence même, les documents qui ont été publiés, les archives britanniques qui étaient déclassifiées. Et pourtant, il refuse d'affaiblir ne serait-ce qu'un tout petit peu cette politique des portes ouvertes. Alors que pourtant, vous avez expliqué à de nombreuses reprises que cette politique de porte ouverte, ce n'est pas quelque chose qui existe. Il y a, dans le cadre de l'accord de Washington, une possibilité, dans le cas de l'unanimité de tous les membres de l'Alliance, de proposer à un pays de rejoindre cette alliance si ce pays correspond aux critères de l'Alliance. Et si sa présence au sein de l'Alliance augmente le niveau de sécurité de l'Alliance. Ce deuxième critère est ignoré par le temps depuis longtemps, ça nous le savons. Mais concernant ces nouvelles idées, ou peut-être ce changement de position des États-Unis et de leurs alliés, nous sommes d'accord avec la position que vous avez exprimée vis-à-vis de M. Macron et nous nous fondons là-dessus. Nous devons d'abord comprendre quel est ce changement. Les collègues français nous disent qu'ils comprennent quels sont ces éventuels changements ou ces éventuelles propositions de Washington. Et donc, j'ai prévu, en accord avec vous, un coup de téléphone avec le ministre des Affaires étrangères français et j'ai demandé aux collègues français, à son staff, de faire en sorte que nous puissions aborder cette question de ce changement éventuel de position des Américains et des éventuelles propositions qu'ils pourraient nous faire. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Dmitri Kozak. Je lui ai demandé de nous donner un aperçu de ce qui s'est passé en termes de mise en œuvre des accords de Minsk, si vous voulez dire troisième étape, troisième échelon, et ensuite d'autres membres du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie auront l'occasion de s'exprimer pour expliquer quelle est la situation dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Monsieur Kozak, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, je ne souhaite pas vous fatiguer avec les détails de ces négociations extrêmement complexes sur la mise en œuvre des accords de Minsk. Vous pouvez parler un petit peu plus fort. Il est devenu évident aujourd'hui que ni l'Ukraine, ni ses alliés occidentaux ne sont pas intéressés par le Donbass. Ils font tout pour que ce conflit devienne un conflit gelé et pour qu'on puisse reprocher cette situation à la Russie. Ils ont déjà parvenu à implanter cette idée dans l'opinion publique occidentale et mondiale, que ce conflit autour du Donbass est un conflit russo-européen et que la responsabilité pour ce conflit repose sur les épaules de Russie. Et de la Russie. Et pourtant, cela nous coûte très cher. Nous envoyons de l'aide humanitaire, nous aidons ces territoires parce que nos citoyens ils sont en difficulté. Alors, aujourd'hui, au Donbass, il y a eu avant ce conflit, beaucoup de postes qui se sont créés. Le chômage baisse. Il y a plus de postes vacants que de chômeurs, 2 fois plus. L'activité prenait le chemin de la reprise. Ça allait plutôt bien et en accord avec les objectifs économiques poursuivis. Alors, quant à l'Ukraine, il est évident que ni l'Ukraine ni l'Occident ne veut régler ce conflit dans le Donbass. Ils veulent geler ce conflit. Lorsque l'on pose une question, ne serait-ce qu'hypothétique, sur le Donbass et comment l'intégrer dans l'Ukraine, ils sont stupéfaits. Ils ne savent pas comment répondre à cette question, comment intégrer le Donbass. Ils ne savent. Ils baissent les yeux, ils ne répondent rien. En ce qui concerne le Donbass, je pense qu'il n'est nul besoin d'expliquer les raisons politiques et économiques. Non, dites-nous comment se passent
les pourparlers autour des accords de Minsk. En quel état sont ces pourparlers? Eh bien, ces pourparlers sont au niveau zéro depuis 2015. Comme vous le savez, les accords de Minsk prévoient un dialogue sur le statut du Donbass après le conflit. Ce dialogue, il devait commencer dès que les armes lourdes auraient été retirées de la ligne de contact. Les armes lourdes avaient été retirées officiellement. Le 8 mars, ce retrait avait été terminé. Le 9 mars, on devait commencer le dialogue et sur la fin de l'année 2015, on aurait dû avoir des amendements à la Constitution ukrainienne qui auraient été validés par la population du Donbass. Et ensuite, dans le cadre de cette constitution amendée, des élections, et ensuite la frontière aurait dû passer sous le contrôle de l'Ukraine. Malheureusement, ce dialogue n'est pas commencé. L'Ukraine garde le secret sur le statut du Donbass tel qu'elle l'envisage. Si nous pouvons en tirer des conclusions, c'est que nous pensons qu'elle imagine des municipalités ordinaires ukrainiennes sans aucun statut particulier. Et l'Ukraine a réussi à convaincre l'opinion publique, le pouvoir ukrainien a réussi à convaincre l'opinion publique que cette partie des accords de Minsk sur le statut particulier des républiques de Donetsk et de Lugansk était inacceptable, il était impossible de le mettre en œuvre et que si l'on acceptait ce précédent, eh bien les autres régions de l'Ukraine allaient se lancer dans la même demande et la même quête d'autonomisation, si vous voulez. Il existe une telle demande, par exemple, dans l'ouest de l'Ukraine. Et ça, c'est la conviction profonde du pouvoir ukrainien et aujourd'hui de l'opinion publique. Dans la salle des pourparlers sur les accords de Minsk, à mi-voix, presque en chuchotant, ils reconnaissent que ces accords sont importants et en sortant de la salle, il décrète publiquement, il déclare publiquement que ces accords de Minsk sont une corde qui les étrangle et qu'il n'y a aucun moyen de les mettre en œuvre. Alors, comme je vous l'ai dit, dit le président Poutine, j'ai discuté avec mon collègue français hier et il me disait que le pouvoir ukrainien était prêt à mettre en œuvre les accords de Minsk et a même des nouvelles idées en ce qui concerne leur mise en œuvre et la mise en œuvre des élections même, selon la formule Steinmeier. Alors, je le répète, cela dure depuis 8 ans et l'Ukraine s'est retrouvée dans des situations parfois comiques puisqu'il mente ouvertement. Il parle des accords de Minsk dans le cadre du groupe de contact, du format Normandie. Il y a quelque chose qui est écrit sur le papier. C'est écrit en noir et ils nous disent c'est écrit en blanc. Alors moi, quelquefois, je leur disais peut-être c'est écrit à l'encre invisible ou avec du lait. Nous n'avons qu'à passer un coup de fer à repasser dessus. Alors, vous dites la Russie est une partie du conflit. Alors, dites-nous quelles sont nos obligations en tant que partie au conflit. Alors, j'ai demandé si vous considérez que la Russie est un agresseur. Aidez les Allemands et les Français à formuler quelles sont les actions que la Russie pourrait faire. Et là, les Français et les Allemands nous rétorquent peut-être que la Russie pourrait inventer elle-même ou créer elle-même des obligations. Alors, parfois, nous disons bien, nous allons vous aider. Quelle est la situation du Donbass? Quel est le rôle du Donbass? Est-ce qu'eux refusent de mettre en œuvre certaines parties de ces accords de Minsk? La réponse que nous recevons, c'est nous ne le savons pas. Nous ne savons pas comment le Donbass enfreint ces accords. Est-ce que vous pouvez nous le dire? Alors, effectivement, ils n'ont pas de position. Ils ne savent pas quelles seraient les obligations de la Russie. Alors, attendez, éclairez-nous. En ce qui concerne les points 9, 11, 12 des accords de Minsk, il y est inscrit que les décisions doivent être prises dans le cadre d'un dialogue, non, plutôt dans le cadre d'une consultation avec les représentants de ces républiques.
Alors, malgré ce qui est inscrit dans les accords de Minsk, je pense que la dernière fois, on avait même apporté un dictionnaire d'anglais à Berlin, et malgré cela, ils considèrent que ça n'est pas une exigence d'un dialogue direct avec les représentants de ces... Puisque ce qui est inscrit, c'est les discussions et les consultations. Et donc, ils considèrent que ça n'est pas un appel au dialogue direct. Alors, donc, des consultations et des discussions, ça ne signifie pas un dialogue direct, c'est ça? Oui, absolument. C'est la position des Ukrainiens. Le président Macron nous disait qu'il fallait que ce dialogue ait lieu dans le cadre du groupe de contact et sous la surveillance de l'OSCE. Et ça aussi, c'est un faux problème, puisqu'effectivement, cela n'est pas que dans le cadre du groupe tripartite de contact sous le monitoring de l'OSCE. C'est toujours comme ça que ça se passe. Le Donbass avance ses propositions au groupe de contact tripartite. Et ces discussions se passent toujours sous la surveillance de l'OSCE. Et lorsque les représentants du Donbass s'expriment, les Ukrainiens ferment les oreilles. Et quand on leur dit « répondez à ces revendications », ils disent « eh bien, si la Russie nous demande, nous répondrons ». Et lorsque la Russie pose la question, comme ça s'est passé l'année dernière à Berlin, « à quel moment vous allez amender votre constitution ?» en accord avec les accords de Minsk. Eh bien, c'est l'hystérie en Ukraine. L'année dernière, il a été dit en Ukraine que la Russie avance un ultimatum sur l'amendement de la constitution ukrainienne, qui est une affaire des souverainetés ukrainiennes et que personne n'a le droit de s'y ingérer. Donc, si je comprends bien, le pouvoir de Kiev refuse un dialogue direct avec les républiques de Donetsk et de Lugansk. Ils disent qu'ils doivent le faire dans le cadre d'un dialogue avec la Russie. Et lorsque la Russie propose des mesures pour mettre en œuvre les accords de Minsk, eh bien, nous avons en réaction une hystérie et des paroles sur l'ingérence russe dans les affaires intérieures ukrainiennes. Donc, ils essaient de nous provoquer pour ensuite nous accuser d'intervenir ou de s'ingérer. Alors, les accords de Minsk. Est-ce que nous pouvons les lire de manière suivante? Ce ne sont pas les républiques autoproclamées qui devraient avancer des propositions, c'est plutôt au pouvoir ukrainien d'avancer des propositions sur la mise en œuvre des accords de Minsk. Alors ça, c'est effectivement la dernière proposition en date qui est apparue le 10 février à Berlin. Alors, c'est une sorte de chipotage, si vous voulez dire, juridique. Puisqu'il s'agit de la constitution ukrainienne, il faut que l'initiative soit dans les mains du pouvoir ukrainien. Et alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a des amendements à ces initiatives? Si, par exemple, les propositions de l'Ukraine sont complètement absurdes, si c'est complètement délirant et que le Donbass a une alternative, est-ce que cette alternative, cette proposition d'amendement sera étudiée? Eh bien, la réponse n'est pas très concluante. Ils disent « on ne sait pas ». Ils baissent les yeux. Alors finalement, les Ukrainiens se montrent très inventifs, inventent sans cesse des schémas pour dire que leurs propres propositions ne peuvent pas finalement être discutées, puisque c'est un droit souverain de l'Ukraine. Si la Russie les met en question, eh bien, c'est de l'ingérence, et si c'est le Donbass qui les remet en question, eh bien, ce sont des séparatistes qui n'ont aucune voix à chapitre, etc. Alors, l'Ukraine l'a dit, et de manière très inattendue, la France l'a soutenu hier. Et c'est aspect clé des accords de Minsk, que ces amendements à la Constitution doivent faire l'objet de consultations avec les populations des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Est-ce que cet aspect est ignoré? Absolument. C'est ignoré. Il y a des schémas qui se montent de juristes comme ça qui se ferment les oreilles, qui ne discutent avec personne, qui ne discutent pas avec le Donbass. Si la Russie propose quelque chose, eh bien, vous savez quelle sera la réaction. Et ensuite, l'OSCE doit dire que cette boîte noire
qui est le groupe de contact tripartite, serait d'accord. Alors, c'est quelque chose qui est complètement, si vous voulez dire, artificiel comme mode de fonctionnement. Chers collègues, une dernière question. Quelle est votre opinion? Est-ce que le pouvoir de Kiev a l'intention de mettre en œuvre les accords de Minsk? Si les événements continuent tels qu'ils continuent maintenant, non, jamais. Il est clair qu'ils ne souhaitent pas faire revenir le Donbass au sein de l'Ukraine, ni dans le cadre des accords de Minsk, ni hors de ce cadre. Alors, je voulais répondre à la question. Est-ce que je peux dire encore quelques mots sur le Donbass? Est-ce que nous devons l'accepter au sein de la Russie ou pas? C'est un problème sérieux. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Alors peut-être pour le moment, nous allons nous limiter à ce qui vient d'être dit sur la mise en œuvre pour la mise en œuvre des accords de Minsk. Nous nous arrêtons sur votre évaluation de ces perspectives futures qui paraît pas très optimiste. Alors, dans le cadre des accords de Minsk. Et donc, on va s'en tenir là pour le moment. Et je voudrais maintenant passer la parole au directeur du FSB. Présentez-nous, s'il vous plaît, informez-nous sur la situation qui a lieu sur la frontière, y compris comment les gardes frontières comptabilisent le nombre de réfugiés. Donc, je voudrais avoir un point d'information sur la situation à la frontière. Monsieur le Président, nous constatons une dégradation de la situation sur les territoires des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Il y a des tirs d'artillerie. Cela menace la vie des civils et compte tenu de cette situation, il y a un mouvement de réfugiés, un flux vers la frontière russe et selon les informations à l'heure de 9 h du matin ce matin, 68 000 civils. Voilà, on est en train de suivre ce conseil de défense à Moscou autour de Vladimir Poutine, conseil de défense qui est filmé, ce qui est assez rare. En tout cas, c'est clairement une mise en scène puisque les caméras sont branchées et Vladimir Poutine étudie, c'est peut-être la principale information de ce conseil de défense, il étudie la possibilité de reconnaître les régions séparatistes en Ukraine, donc celles de Louhansk et de Donetsk, à la demande, Bruno Darroux, des séparatistes eux-mêmes et du Parlement russe également.